Bonjour à tous et bienvenue à ce cours dédié au terminal STMG sur la loi normale. Alors, dans ce cours, je vais donc présenter qu'est-ce que la loi normale, de quoi s'agit-il, comment on peut l'utiliser pour effectuer des calculs de probabilité et comment utiliser la calculatrice pour effectuer ces calculs. Alors, je commence par nous remettre un peu dans le contexte. La loi normale, c'est donc un sujet de probabilité. Hein, c'est un chapitre de probabilité. C'est donc le deuxième chapitre de probabilité qu'on voit dans le cours de l'année. Et il s'agit de quelque chose de vraiment très important. C'est une loi qu'on retrouve partout. Et pour l'expliquer, donc je vais passer par l'analyse d'un exemple. Et dans cet exemple, on va voir un peu à quoi cela ressemble, cette loi normale. Alors, commençons donc par l'exemple. On va considérer du coup un site de vente en ligne de vêtements qui choisit de mettre tous les résultats des ventes dans un histogramme. Un histogramme, c'est donc un tableau qui représente ici, dans les abscisses, il y a les tailles, donc les tailles des vêtements vendus, et le pourcentage de vente par taille apparaît, lui, en ordonnée et un pourcentage. D'accord? Donc vous avez ici, par exemple, que la taille 36, hein, on le voit ici, et ben, on peut lire qu'elle s'est vendue à 3%, parce qu'on est entre 2 et 4. Ou par exemple, la taille 39, qu'elle est là, et ben, on voit assez clairement qu'elle s'est vendue à 13%. Et ainsi de suite. Donc la taille 40, vous les voyez bien, c'est à 16%. La taille 41, pareil, même chose. Et ainsi de suite. Donc cet histogramme, qui a cette forme un peu particulière, c'est donc juste pour rassembler les données sur les ventes. Voilà. Alors maintenant, on va essayer de calculer la probabilité avec ceci. C'est-à-dire que pour le faire, on va introduire juste un nouveau symbole. Et je vais donc commencer à introduire la variable x. Alors x est ce qu'on appelle une variable, parce qu'elle peut varier, hein, aléatoire. Aléatoire, c'est juste que sa valeur, elle est justement aléatoire. Elle peut varier selon justement la probabilité. Donc x, elle exprime les possibles valeurs de taille qui sont achetées par les clients. Donc elle exprime la taille, hein, je vais me le marquer, elle exprime la taille. Donc si moi j'écris la probabilité que x soit égal par exemple à quelque chose comme, imaginons, 38, d'accord? Qu'est-ce que cela veut dire? Eh bien ça se lit, hein, ça c'est la probabilité que x, donc la taille, soit égal à 38. Alors ça, j'ai compris comment il faut lire cet histogramme. Je peux juste aller voir donc qu'est-ce qui se passe pour x égale à 38. Donc je regarde ici dans l'axe des abscisses. Je regarde la hauteur de la colonne du 38 et je peux voir en fait assez aisément, hein, que la réponse ici c'est entre 8 et 10, donc ce sera 9%. Et donc là je vais marquer égal à 9%. Voilà, facile. Alors dans le texte nous avons du coup un autre exemple, hein. Ici on voit bien que x peut prendre bien sûr que les valeurs entières qui sont entre 34 et 48. Ici on remarquera quand même que 48 à 0%. Et on voit que si je prends un autre exemple, comme par exemple x égale à 40 et je demande la probabilité, bah, du coup ça fait 16%. Parce que je lis que pour x égale à 40, donc juste ici, eh ben, je suis à la hauteur 16%.
juste là. Donc tout cela est cohérent. Alors, l'usage de la variable x me permet aussi de faire un autre petit jeu, notamment de considérer une expression comme celle qui est écrite juste là. Alors, regardons donc la partie en jaune. Je considère du coup la probabilité que 37 soit inférieur ou égal à x, inférieur ou égal à 40. Alors, qu'est-ce que cela peut bien signifier? Alors, déjà, ce type d'encadrement de la variable x, ça veut dire que la variable x est, on dit, comprise entre 37 et 40. Alors ça, c'est la signification de l'intérieur de la probabilité, d'accord? Donc ça c'est juste la traduction de ce qu'il y a dans la parenthèse. Et bien sûr, vous savez que si je mets la lettre P juste ici, c'est que je veux la probabilité de tout cela. Donc ça, c'est la probabilité que la variable x est comprise, soit comprise plutôt, entre 37 et 40. Alors si la probabilité doit être comprise entre 37 et 40, ça veut dire que la probabilité doit être la probabilité de 37, de 38, de 39 et de 40. Alors pour la calculer, je vais lire les auteurs respectives de toutes les colonnes. Donc il y a la colonne du 37, la colonne du 38, la colonne du 39 et la colonne du 40. Et pour cela, ce que je fais en fait, c'est juste que je vais du coup lire les auteurs. Ici, je vois que pour 37, je suis à 5%. Je lis que pour 38, bon, je l'avais déjà calculé tout à l'heure, c'est 9%. N'oubliez pas, les ordonnées sont toujours en pourcentage. Pour 39, je suis à 13% du coup. Et enfin, pour 40, je le savais déjà, je suis à 16%. Alors, ce qui se passe, c'est que tout simplement, je vais additionner ces 4 valeurs. Donc, c'est 5 plus 9 plus 13 plus 16. Total, du coup, 43%. Je pense que voilà, c'est une notation plutôt pratique, car elle nous permet d'écrire avec un petit symbole une phrase très longue. Si je veux, je peux en donner un autre exemple. Par exemple, je peux dire la probabilité que x, du coup, soit comprise. Rappelez-vous, je l'écris toujours ainsi. Et je peux écrire, par exemple, entre 41 et 44. Alors si j'écris ça, du coup je vais lire dans mon histogramme, de 41 à 44, ça veut dire que du coup je vais lire les colonnes suivantes. Je vais changer de couleur, sinon ça va pas être très clair. Alors du coup je vais lire 41, 42, 43 et 44, et je vais donc, c'est ça en vert, juste pour que ce soit clair, et je vais du coup me mettre à lire les pourcentages correspondants. Donc ça va être de 41 jusqu'à 44. Alors pour 41, je vais me le noter ici, sinon il n'y a plus d'espace. Ça c'est la hauteur 16%. Pour 42, ça c'est la hauteur 14. La colonne du 43, elle est à la hauteur 10. Et la colonne du 44, c'est à la hauteur 5. Donc quand je fais la somme, ça me fait 16. Ça me fait 16 et 14, ça fait 30. 30 plus 10, ça fait 40. Et 5, 45. Donc ici, je peux écrire directement 45%. C'est la probabilité du coup que la taille soit... la taille x du coup soit comprise entre 41 et 44. J'espère que pour le moment, tout va bien. Donc, ce qu'on va essayer de faire maintenant, c'est de utiliser une autre technique pour calculer cette même probabilité dans un cas de figure très similaire. Alors, laissez-moi juste vous expliquer. Alors, maintenant, on va s'attaquer à... on va concentrer notre attention plutôt à la courbe rouge. La courbe rouge qui était là tout le temps, effectivement, mais... c'est maintenant que cela m'intéresse de la regarder. Donc, à la place de... je vais changer de notation. À la place d'utiliser la lettre X, maintenant, je vais utiliser la lettre Y. Alors, du coup, quand dans le texte ici, on parle de la fonction f,
Je vais juste changer de couleur encore une fois pour que ce soit bien clair. Quand on parle de la fonction f, alors cette fonction f du coup, bah, c'est rien d'autre que la courbe, celle-là, c'est la courbe rouge. Et cette courbe rouge, c'est une courbe qui a un peu une forme de cloche, j'espère. On l'appelle du coup alors, soit la courbe en cloche, mais on verra dans une seconde que ça porte aussi un autre nom. Donc on peut aussi, parfois on l'appelle aussi le sombrero. Voilà, c'est un peu imagé, je dois avouer, mais ça sert à s'en souvenir. Hein. Cette courbe-là, du coup, hein, bien sûr, c'est de celle-là dont je parle. Alors du coup, pour un instant, oublions maintenant l'histogramme. Imaginons que maintenant, on va plutôt ne plus regarder l'histogramme, mais seulement la courbe. L'histogramme est toujours là, hein, bien sûr, mais regardons plutôt la courbe. Imaginons maintenant que les tailles, qui sont toujours indiquées ici le long des abscisses, eh bien, je vais utiliser, elles sont toujours indiquées par une variable, mais cette fois-ci la variable elle s'appelle y. Je vais juste la mettre là. Ok. Et y me donne toujours la taille souhaitée par le client, mais à la place de la modéliser avec l'histogramme, y est modélisé par la courbe en cloche. Juste pour que ce soit clair, hein, je vais me le noter juste à côté. Hein. X est, entre guillemets, hein, modélisé par l'histogramme, donc les colonnes. C'est ça, hein, ça l'histogramme, ce sont les colonnes. Et Y, elle est modélisée non pas par l'histogramme, je suis passé au niveau supérieur, mais par la courbe en cloche. Voilà. Donc ça veut dire que c'est de ça dont il s'agit-il. Ok? Ok. Eh bien, maintenant la question que je me pose c'est, je veux toujours calculer la probabilité que Y soit entre 37 et 40. Donc c'est le même calcul que tout à l'heure, sauf que maintenant je ne veux plus utiliser l'histogramme, je vais utiliser la courbe. Je vais utiliser la courbe en cloche. Et du coup, regardons attentivement la situation. Hein. Moi je viens de dire que ce qui m'intéresse ici, c'est de calculer du coup hein, la probabilité, toujours pareil, que donc la probabilité que Y soit entre 37 et 40. Alors ça veut dire être entre là et là. Et je vais vous faire remarquer que ce que nous, on avait fait auparavant, hein, dans le calcul précédent, ça avait été de additionner les colonnes. C'est-à-dire additionner pour x, je vais additionner la hauteur ici et la hauteur ici. Donc la hauteur des colonnes 37, 38, 39, 40. Et bien maintenant, la question c'est de calculer la probabilité que y, donc toujours la variable qui exprime la taille, mais par rapport à la courbe, soit entre 37 et 40. Eh bien, j'espère que, en prenant un peu de réflexion, vous l'avez vu venir, mais l'idée c'est que, comme je ne dispose plus des colonnes, eh bien, je vais tout simplement prendre l'aire qui se trouve entre 37 et 40. Autrement dit, je vais colorer l'aire que je vais considérer sous ma courbe et ce sera toute cette portion d'air-là qui va me servir à calculer ma probabilité. Autrement dit, je vais le redire juste au cas où c'était pas clair, je vais considérer toute l'aire rouge que je viens de mettre en évidence et cette aire-là, donc l'aire rouge, la quantité de cette aire, donc la quantité rouge hachurée, eh bien, c'est ça ma probabilité. C'est ça la valeur de la
probabilité qui m'intéresse. Alors, l'analogie, c'est que avant, en fait, ce que j'additionnais, c'était les colonnes. Donc, c'était l'aire des colonnes, si l'on veut. Et donc ici, comme j'utilise la fonction f, qui est une approximation de l'histogramme, eh bien, je vais prendre l'aire sous la fonction f. Voilà. Autrement dit, dans un dessin un peu plus réussi, hein, il faut l'avouer, c'est cette aire-là. C'est l'aire sous la courbe, en dessous du coup, hein, de la courbe de la fonction f, entre les deux. Ici, quand on parle de deux droites, du coup, d'équation x égale à 37 et x égale à 40, en fait, je parle de ces deux droites-là. Voilà, la première et la deuxième. D'accord? Donc, c'est cette aire-là qui est égale à la probabilité. Voilà. Alors, peut-être qu'à ce moment-là, vous allez me dire, oui, mais monsieur, il y a un tout petit problème. Moi, je ne sais pas trop calculer l'aire sous une courbe. D'accord, c'est vrai, c'est un fait, effectivement. Mais heureusement, il y a une technique. Et cette technique a été inscrite dans la calculatrice. Donc, ce qu'on va faire concrètement dans les exercices, ça va être d'utiliser la calculatrice pour calculer cette aire. Donc, je vous les marque juste. Le but de chaque exercice dans ce chapitre, ce sera toujours le même. Utiliser la calculatrice pour calculer l'aire sous la courbe. Mais ne vous inquiétez pas, je vais vous donner à la fin les instructions pour utiliser bien utiliser la calculatrice. Donc pour le moment, restons juste encore concentrés quelques minutes. Donc ça c'est le but de cet exercice, ce sera toujours de calculer l'aire sous la courbe en cloche. Voilà. Alors, on va encore descendre. Et on va enfin donner du coup la définition de qu'est-ce que c'est la loi normale. Oui, parce que bien sûr, pour le moment, j'ai juste nommé que c'était le titre du chapitre, mais je ne l'ai pas nommé. Donc la loi normale est une règle de calcul des probabilités qui décrit plusieurs phénomènes liés au hasard. Ça, c'est quelque chose de très puissant parce qu'effectivement, la loi normale, c'est une loi qui s'applique à une grande partie de phénomènes à la fois physiques et humain. Et donc, la courbe qui représente la loi normale est toujours la même. Elle peut avoir plusieurs formes, mais en général, c'est ce qu'on appelle la courbe en cloche. Ok ? Et cette courbe en cloche, vous l'aurez sûrement remarqué, elle a cette jolie propriété d'être symétrique. Alors, symétrique, ça veut dire que c'est comme si on mettait un miroir et que ce miroir-là divisait en deux parties qui sont parfaitement spéculaires, donc parfaitement égales de l'un côté et de l'autre, d'un côté et de l'autre. Et cette symétrie, on la voit par rapport à une certaine droite, c'est la droite d'équation x égale à mu. C'est donc une droite verticale. Ici, vous avez l'axe abscisse, donc l'axe des x, et vous avez la valeur mu qui est là. Et on peut assez aisément remarquer que par rapport à cette droite-là, la courbe en cloche, elle est parfaitement symétrique. C'est-à-dire que ce côté-là et ce côté-là, ils sont égaux. Ça, c'est une propriété très importante. Ça me dit du coup que comme cette symétrie-là, elle est respectée, et ben ça veut dire que l'aire qui se trouve, je vais juste changer de couleur, l'aire qui se trouve de ce côté-là, donc toute l'aire ici, hein, pas mal quand même, ben, comme on est symétrique par rapport à cette courbe, à cette droite du milieu, ça veut dire que toute l'aire jaune ici, d'accord, on va l'appeler l'aire du côté de droite, donc je vais l'appeler l'aire, du côté de gauche, pardon, donc je vais l'appeler l'aire G. Eh bien, si je considère l'aire G et que je considère l'autre aire de l'autre côté, comme par exemple, du coup, cette aire-là, je vais prendre tout l'autre côté, voilà. Voilà.
et ça je l'appelle du coup l'aire de droite, donc je l'appelle l'aire D, eh bien ce qui est bien c'est que si je veux calculer par exemple la valeur de ces deux aires, eh bien je sais que en fait, comme l'aire G est égale à l'aire D, la partie à droite du coup, hein, les deux aires elles sont égales. Pourquoi? Eh bien parce que comme la droite au milieu elle est parfaitement symétrique, ça veut dire que là le côté à droite et le côté à gauche, bah, ils doivent être égaux même par rapport à l'aire qui est sous la courbe. Donc l'aire à gauche est égale à l'aire de droite, et du coup, si l'aire totale sous la courbe, et vous le savez parce qu'on est en probabilité, ça fait 1, ça veut dire que chacune de ces deux aires-là, ça va être probabilité 1,5, donc 0,5. Ça, c'est encore une fois parce que l'aire totale sous la courbe, ça fait 1. Donc, les deux aires sont égales. Elles divisent parfaitement à moitié l'aire totale. Et donc, ça va faire 0,5 à droite, 0,5 à gauche. Alors, on reviendra sur ce concept, ne vous inquiétez pas, mais je voulais commencer déjà à vous le dire. Voilà, très bien. Maintenant, on va passer aux paramètres qui caractérisent la loi normale, parce qu'il n'y a pas qu'une seule loi normale. Effectivement, on peut avoir plusieurs lois normales. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que je veux dire par là? Je vais juste vous faire un petit dessin pour vous expliquer. Imaginons de prendre un peu d'espace, du coup je vais mettre là. Je vais faire un petit repère orthonormé. Vous voyez, la loi normale, c'est une loi qui peut s'exprimer sous des différentes cloches. Par exemple, une cloche faite comme ça, mais aussi une cloche comme ça. Ou encore, je pourrais considérer cette autre cloche-là, regardez. Petite. Et chacune de ces cloches, elle a ses propres caractéristiques. Vous voyez par exemple que la cloche en bleu, alors je vais le faire d'une autre couleur, vous voyez par exemple que la cloche bleue qui est là, elle est centrée, hein, son axe de symétrie, vous le voyez bien, il est là-bas. Donc ça c'est son mu à elle, le mu de la courbe bleue. Donc je vais le mettre comme ça pour le distinguer, c'est le mu qui est bleu. La courbe noire, par exemple, elle a comme axe de symétrie, donc l'axe mu, encore une fois, mais cette fois-ci c'est le mu noir, c'est cette valeur-là. Et encore, la courbe rouge, vous la voyez, la courbe verte, elle a comme axe de symétrie cette valeur-là. Je vais juste l'encadrer en vert, bien sûr. Donc, ça, c'est son axe de symétrie à elle. Vous voyez, chacune, elle a une hauteur différente et une position différente. Mais toutes les courbes, elles se rassemblent. Ce sont toutes des courbes de la même famille. Et bien, du coup, pour les distinguer, on va avoir deux paramètres. Un paramètre qui va m'exprimer. Donc, on a deux paramètres. Un paramètre qui va m'exprimer, un paramètre mu qui du coup va m'exprimer où la courbe est située, parce que vous l'avez vu, hein, selon les différentes valeurs de mu, je suis un peu plus à gauche, un peu plus à droite, un peu plus au centre. Voilà, c'est juste ça la signification de mu. Et l'autre paramètre, c'est un paramètre qui s'appelle, toujours avec une lettre grecque mystérieuse qui s'appelle sigma. Et sigma, ça m'exprime combien la courbe elle est concentrée autour de mu. Donc par exemple, dans la courbe bleue que nous avons vue juste ici, cette courbe-là, elle est très fortement concentrée le long de son axe. Cette courbe bleue, effectivement, vous voyez, elle est très haute. Je parle de celle-là, hein, bien sûr. Elle est très concentrée autour de son axe. Et donc, c'est grâce à son paramètre sigma que je peux lire cette concentration. A l'inverse, la courbe verte qui est juste là, elle est beaucoup moins étroite, elle est beaucoup moins concentrée autour de son axe, et donc c'est le paramètre sigma qui changera selon cette nouvelle conformation. Donc pour résumer, le paramètre sigma, il exprime
la concentration et par conséquent, je dirais que ça exprime la hauteur aussi atteinte par la courbe. Alors, du coup, donnons à ça une définition propre. Alors, mu, ce qu'on a appelé mu, en fait, c'est juste là. Hein. Ça, c'est ce qu'on appellera l'espérance de la loi normale. Et ça donne du coup la valeur moyenne. Bien sûr, on avait vu que mu, c'était au milieu. Et ensuite, on a l'écart type. L'écart type, c'est ce qu'on a appelé sigma. Hein. Et ça donne, on appelle ça la dispersion autour de la moyenne. Alors, la dispersion, du coup, c'est l'inverse de la concentration, hein, mais c'est le même concept. Il est important de dire que sigma donne la dispersion parce que plus sigma est grand, donc vous le voyez ici, hein, plus sigma est grand, plus la courbe elle est dispersée. Effectivement, ici, vous voyez que la courbe rouge, vous voyez, elle est très large autour de la moyenne. Donc, ça veut dire que la probabilité, elle est dispersée. Elle s'étale sur beaucoup d'espace. Donc, sigma grand, ça veut dire grande dispersion. À l'inverse, quand sigma est petit, eh ben, ça veut dire que je suis très concentré. Ça veut dire que du coup, j'ai très peu de dispersion. Et donc, ça veut dire que je suis très concentré autour de ma moyenne, autour de mon espérance. D'accord? Donc, sigma petit, ça veut dire petite dispersion. Petite dispersion. Et sigma grand, ça veut dire grande dispersion. Dispersion, évidemment, j'ai mal écrit. Grande dispersion. Voilà. Ok. Donc, je m'arrête là pour le moment. Aux caractéristiques du coup de la loi normale. J'espère que ces cours vous auront été utiles et que cela vous aura plu. Je vous invite donc à l'exploiter pour vos révisions ou pour l'apprentissage. Je vous montre juste ce qu'on a vu pour aujourd'hui. Je vais juste le reparcourir. On a défini qu'est-ce que c'est la loi normale à travers un exemple. La probabilité est toujours indiquée du coup par l'aire sous cette courbe. Et nous avons donc analysé ça à travers un exemple. Je vous remercie pour le moment d'avoir suivi ce cours et je vous donne un rendez-vous à la prochaine fois. Au revoir.